Patricia, merci. Non, moi j'avais des questions, j'étais juste venu parce que, voilà, parce que moi, je comptais monter ma société. Avant, j'étais auto-entrepreneur. Et en fait, je suis très bon dans mon métier, en fait, mais après, sur la partie gestion, tout ce que disait Michael, sur la partie comptabilité et tout, mais j'ai pas su déléguer. J'ai tout voulu faire moi-même et je me suis pris, voilà, ouais. Donc, du coup, un Bien peu, tapis. voilà, ouais. J'ai fait des grosses erreurs et c'est pour ça que je venais lire entre les lignes, prendre quelques conseils, voilà, tout ça, ouais. Parce que là, je compte recréer le truc, mais sans faire des erreurs de débutants qui font se tête baissée à se dire, bah, tiens, j'ouvre une société, voilà. Ouais. Alors, Voilà, ouais. je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour nous. S'il te manque des notions de compta, tu as tous les ateliers qui ont été animés par Michael, qui sont sur la détermination du prix, qui sont sur comment on va partir de zéro pour monter sa société, dans quel ordre on met les étapes, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça, c'est vraiment des bases école de commerce pure. Je crois qu'on va manger du civet de chat ce week-end. Ouais, il fait le bordel. J'avais prévu du civet de chevreuil, mais je pense que c'est le chat qui va y passer. Il continue. Et Michael va te disséquer tout ça d'un point de vue, je ne vais pas dire d'un point de vue comptabilité, mais d'un point de vue gestion de projet et gestion d'entreprise. Parce que nous, c'est notre dada, on ne fait pas de compta proprement parler, mais on va se servir de la compta comme d'un outil. Ouais. Et si tu as, des besoins, tu as des ateliers qui sont à 200 euros, c'est pas la ruine. Voire tu as des abonnements qui te coûtent encore moins cher avec les ateliers. Mais ça va te donner les bases. Et puis surtout, on a la dispo derrière et on te donne les documents qui te permettent de pouvoir calculer tout ça. À ton rythme. Voilà. J'ai songé alors, ouais. C'est, Ça fait longtemps que je suis Michael sur Facebook et que je vois l'avancée, que je vois tout ce qu'il fait. Donc voilà, ouais, j'ai archi confiance, les yeux fermés. Ouais. C'est pour ça que je suis venu voilà. d'ailleurs. Merci, Voilà. Olivier. Oh, de rien, hein, Michael. Et c'est vrai qu'on a, on a remarqué, nous, chez nos clients, c'était l'origine de ces ateliers, c'est qu'on a remarqué chez nos clients que beaucoup étaient très bons techniciens. Je veux dire, j'ai rencontré le problème dans ma propre société, puisque je partage ma société avec mon mari, qui est un excellent technicien, mais au démarrage, les premiers mois ou la première année, quand je suis arrivée, parce que moi, je m'occupais de toute la gestion des entreprises françaises, à l'époque, il y en avait 3. Mon mari s'occupait de la gestion de la société mauricienne. Et quand on est arrivé au moment du bilan, je me suis aperçue qu'il n'y avait jamais eu 1 gramme de compta de fait. Voilà. Et c'est un excellent technicien, c'est quelqu'un qui sait te vendre son métier et qui sait trouver ce qui ne va pas. Mais tout ce qui est à côté, ben, il a fallu qu'il l'apprenne. Et ça, c'est le cas de 99% des entrepreneurs actuels. Ah ben, j'en fais partie alors. Parce que Voilà, je suis très en technique, mais tout ce qui est la gestion et tout, j'ai des vraies lacunes. Je lis, j'apprends, je lis sur les forums. Mais après, c'est dur d'apprendre dans un contexte où il y a toujours une personne qui va dire quelque chose, l'autre le contraire. Il faut vraiment trouver les. C'est pour ça que je fais. Voilà, ouais, tu vois. C'est pour ça que je venais un peu ici, lire entre les lignes, apprendre et tout ça, voir tout ça, ouais. Mais Après, volontiers. peut-être. L'avantage que tu auras, Olivier, c'est que tout le contenu, donc le contenu gratuit, hein, comme on en a parlé hier, finalement, il sera à disposition sur notre blog et puis on le mettra à disposition sur notre chaîne YouTube. De toute manière, on reste en contact et je te donnerai tous les liens de façon à ce que tu aies tout le contenu qu'on a pu délivrer aujourd'hui. Tu auras toutes les étapes et tous les éléments importants. Mais on en reparlera au plus au calme. Ah, merci. Mais je t'en prie, Olivier. Voilà. Michael, tu avais des questions par rapport à la partie business ou c'était clair pour toi? La partie business, la partie argent dans l'entreprise. Celle d'avant. Je t'entends pas, Michael. Hein. Le son est coupé. Ah, non, j'avais remonté mon micro. Ah, d'accord. On était directement en lien avec son subvention. C'est ça, voilà. Donc, c'est lui qui voulait poser les questions. Non, Ras, pour l'instant, D'accord. Ouais. je suis sans problème. Très bien. Ok. L'un des problèmes suivants en termes de faillite d'entreprise ou d'entreprise qui ne se développe pas, ça va être tous les blocages en lien avec soi-même, en lien avec son estime de soi, sa confiance en soi, le rapport qu'on va avoir avec l'argent, mais cette fois pas l'argent de l'entreprise, le sien.
comment je perçois cet argent? Est-ce que j'estime que recevoir 10 000 euros, c'est quelque chose que je mérite? Ou est-ce que je vais être au point de me dire que recevoir 10 000 euros, oui, mais 10 000 euros pour 2 heures, ben non, c'est trop facile. Et tout ça, ça va entraîner des blocages. Alors, je ne vais pas revenir dessus, puisqu'il y a déjà eu un atelier super complet qui a été fait, mais il y a tous les blocages qui sont en lien avec le passé, qui sont en lien avec l'estime de soi, qui sont en lien avec la confiance, qui sont en lien avec des besoins mal nourris, qui sont en lien avec des valeurs qui s'exercent mal. Alors, pour Olivier, s'il veut la différence, les besoins sont notre moteur. Nos besoins, ils sont vitaux. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour nourrir ses besoins. Donc, s'assurer que ce soit les bons besoins et non pas les besoins des autres. Et ces besoins-là, ils ne peuvent être nourris que si on passe à l'action. Et ce qui va nous faire bouger, c'est nos valeurs. Et tout ça, si c'est mal calibré, ben on n'avance pas. Et tout ça, ça va créer des blocages parce qu'on va essayer d'aller nourrir, notamment, je vais prendre celui que j'aime tant, qui est la fameuse valeur liberté, qu'on me vend très régulièrement alors que c'est un besoin. C'est sûr que si vous voulez faire un truc pour donner de la liberté aux autres, mais que vous en avez un besoin comme moi, c'est un besoin incommensurable, si je ne me sens pas libre ou que je me sens restreinte d'une quelconque manière, je serais prête à tuer pour retrouver ma liberté, ou la parcelle de liberté qui me manque, il est clair que ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir donner aux autres. J'en ai besoin, c'est mon moteur, c'est le truc qui me fait avancer, c'est le truc qui me fait me lever le matin. Si je nourris pas ça, et si le peu que j'ai, je le donne, ben j'avance plus. Et ça, c'est les blocages qu'on retrouve dans l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui va venir pomper dans le besoin au lieu de venir utiliser les valeurs. Si on prend Successful Powerpreneur, si on prend notre stratégie globale, elle répond à nos besoins. Michael, comme moi, on a un besoin de liberté et on a des valeurs qui sont des valeurs de partage et d'autonomisation et de responsabilisation. Donc, on a monté nos produits et nos accompagnements pour que ça cadre sur les deux plans. C'est-à-dire que moi, vous rendre autonome en faisant des ateliers, ça nourrit ma valeur partage, ça nourrit ma valeur autonomie. Et ça vient nourrir chez moi mon besoin de liberté. Parce que pendant que vous regardez les ateliers chez vous, bah, je ne vais pas dire, je vais dire vulgairement, Olivier ne me connaît pas, mais bon, il va prendre un point, il va connaître le personnage. Vulgairement, je vais dire, bah, pendant que vous regardez ça, vous ne venez pas me faire chier. Donc, pendant que vous regardez, moi, je peux aller faire du ski. Et ça me va. Ou quand on a nos clients avec nos gros accompagnements, ils reviennent poser une question sur WhatsApp. Michael, en général, c'est quand je suis dispo ou pas dispo. Je sais la même chose. Donc, on sait à quel moment on répond et à quel moment on peut vaquer tranquille à nos occupations et que l'autre va répondre. Et ça répond à notre besoin. Si on part sur quelque chose qui vient pomper notre liberté, c'est-à-dire où on s'enferme dans une structure, en disant, OK, de 8h à midi et de 2h à 6h, on bosse chez un client parce qu'il a besoin de je ne sais pas quoi, mais parce qu'on a besoin d'argent, qu'on est dans le manque, on accepte une mission de consulting. Et on va aller le regarder sa compta, et on va aller regarder ci et ça. Et après, on va faire les choses avec lui. On va l'aider à mettre ses processus. Ben là, à un moment donné, et je pense que le moment, il ne serait pas long à venir, avec Michael, on va craquer. Parce qu'on va donner de la liberté au client, celle de faire ce qu'il veut faire en lui réagençant son business, mais on va venir bouffer notre liberté à nous en n'ayant pas la possibilité de se dire, OK, vendredi, je fais un atelier, ben tiens, mardi, je me barre à Annecy. Parce que je n'ai pas envie de bosser toute la semaine et d'être enfermé toute la semaine. Je prends une journée complète et je vais à Annecy. Et ça, si on ne l'a pas, si la société, elle fonctionne sur une base de consulting, bah, au bout d'un moment, on s'essouffle. Il faut l'ouvrir. Et si on s'essouffle, bah, au bout d'un moment, on n'est plus performant. Et si on n'est plus performant, bah, il y a un moment donné où ce qu'on va demander à nos clients ne va plus être en adéquation avec ce qu'on est capable de fournir. Et ça, souvent, dans les entreprises,
J'ai des entrepreneurs qui arrivent avec des valeurs, avec des besoins, et des entreprises qui vont venir enrichir les valeurs et pomper dans les besoins. Donc, en gros, tu as un gros tas de farine, et au lieu de consommer ta farine pour faire du pain, ben, tu as besoin de pain, mais tu rajoutes de la farine sur ta farine, sur ta farine, et au final, tu n'arrives jamais à produire ton pain. Et ça, c'est l'un des blocages principaux qu'on a chez les entrepreneurs, c'est qu'on a des entreprises qui ne répondent pas aux besoins des entrepreneurs. Parce que très souvent, c'est parce qu'elles sont mal ficelées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a par exemple une valeur de création et un besoin de liberté, cette personne-là, elle va me dire, si elle fait des objets artisanaux, elle va me dire, ben oui, mais je ne peux pas machin, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Parce que le temps où je crée, mais non, tu as des moments où tu as envie de créer et tu as d'autres moments où tu vas te contraindre à créer. Donc, fais des pièces uniques, parce que comme ça, tu les crées au moment où tu as l'inspiration et tu les vends derrière. Alors que si tu mets des pièces standards, on va dire par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut produire en standard est-ce que j'ai dans mon... des petits ronds pour mettre les serviettes. Ronde serviette. Si tu produis ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des rondes serviettes. Des rondes serviettes, ben voilà, des rondes serviettes. Si tu produis des rondes serviettes en standard et que tu as quelqu'un qui te commande 28 rondes serviettes et que tu n'as pas envie de les faire, ben ouais, ça va venir bouffer ta valeur sans ton besoin de liberté. Alors que si tu bases sur ton artisanat, que tu en fais de l'art, que tu développes un produit unique, et ben ce produit-là, une fois que tu l'as développé, c'est une pièce unique et elle se vend en tant que pièce unique. Voilà. Et souvent, je me retrouve avec des gens qui ont des besoins et qui finalement ne vont pas aller les nourrir, mais vont aller nourrir leurs valeurs, alors que les valeurs, c'est ce qui les font passer à l'action. La valeur, c'est le carburant. Donc, c'est ce qu'on va donner. Parce que ça se remplit à travers nos besoins. Et quand nos besoins sont remplis, nos valeurs se remplissent. C'est un peu le tonneau des Danaïdes, ça tourne en boucle. En circuit fermé. En circuit fermé, voilà, merci. Je commence à fatiguer. Donc, est-ce que c'est clair là-dessus? Mais ça, on l'a déjà vu et revu, je suis revenue plusieurs fois dessus. Les blocages, ils vont vraiment être internes. Et quand on arrive à mettre un doigt dessus, à restructurer l'être humain, en général, en restructurant l'entreprise derrière, on arrive à des choses qui sont performantes. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi les croyances limitantes, des fois, dans les blocages. Il y a les croyances limitantes. Voilà, de se dire, ben, tiens, on n'est pas arrivé à faire quelque chose, une entreprise, après on perd confiance, on perd une estime, après c'est dur de reprendre un truc, il faut tout c'est vrai ce que vous dites, alors oui, c'est reparti. D'accord avec vous. Ce que je vais dire là-dessus, c'est à partir du moment où il y a eu un échec, hein, c'est reprendre toutes les situations similaires où il y a eu une réussite. Parce que cette situation-là, elle n'est pas unique. Et jusqu'à quel point la société, elle a fonctionné. Parce que la confiance, souvent, on la prend comme un bloc. Ce bloc-là, c'est pas... La confiance, c'est pas j'ai eu un résultat positif, j'ai confiance en moi, j'ai eu un résultat négatif, je n'ai pas confiance en moi. La confiance, c'est je suis allé jusqu'où? Je suis allé jusqu'à B'. Je pensais aller jusque B. Donc déjà là, j'ai un capital confiance. Et puis après, est-ce que je suis capable d'analyser ce qui a fait que j'ai échoué? D'accord. Donc je sais que j'ai échoué à tel niveau. Parce que je manquais de compétences, parce que j'ai manqué de sérieux, parce que j'ai manqué d'assiduité. Peu importe. Là, il y a un autre capital confiance qui se crée parce que j'ai été capable d'analyser. Et puisque je suis capable d'analyser, je suis capable de mettre des solutions derrière. Et si je suis capable de mettre des solutions et des solutions qui soient constructives, la confiance, elle va monter. Parce que l'opposé de la confiance, c'est la culpabilité. C'est plutôt que de dire j'ai eu un problème et je l'ai réglé, et j'ai trouvé une solution qui est pérenne et j'ai pu progresser face à cette solution, c'est j'ai eu une solution, mais au final, je vais trouver vachement mieux de me répéter que j'ai échoué. Et puis si j'ai échoué, c'est parce que c'est ma faute que je n'avais pas cette compétence. Ben oui, mais ça va altérer la confiance et à aucun moment, ça va apporter une solution.
Et au final, la confiance, comme tout le reste, hein, ça marche par, avec Michael, on est les rois des unités, des petites unités. C'est-à-dire qu'un puzzle, il est fait d'un certain nombre de pièces. Et plus on va être capable de découper l'image globale en petites pièces, plus on va pouvoir progresser et aller loin dans notre propre rapport de valeur à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre confiance, si on est capable de prendre tout le processus et de dire, OK, j'ai échoué quand j'étais à 99%. Est-ce que j'ai vraiment échoué? Est-ce que ça mérite vraiment que je m'autoflagelle? Est-ce que ça mérite vraiment que pour 1%, je me traite comme une sous-merde? Et ça, c'est souvent un processus que les entrepreneurs n'ont pas. C'est j'ai réussi ou j'ai échoué? Non. Tu as réussi jusqu'où et tu as échoué à partir de où et pourquoi? Et qu'est-ce que tu peux améliorer la prochaine fois et jusqu'où tu vas pouvoir aller, jusqu'où tu pensais pouvoir aller. Et de là, c'est déjà beaucoup plus difficile de venir détruire la confiance qu'on a en soi. À partir du moment où on est capable de tout disséquer, de tout déficeler, de démonter le puzzle et de ramener à l'unité qui a bloqué, bah, finalement, on se dit, bah, c'est bien, j'avais un puzzle de 12 000 pièces, hein. J'en ai mis 11 999, c'est pas pour celle qui manque. Ok, ça ternit l'image, mais j'ai été capable quand même de faire 11 999 pièces. Et ça, c'est le... Pardon? Non, je disais oui, c'est un bon raisonnement. Ouais, j'avais pas percuté à tout ça en fait. J'avais, ouais. C'est vrai que. Après, c'est vrai que ouais. C'est générationnel aussi. Moi, j'avais mon grand-père quand je ramenais un 18 ou un 19 qui me disait ouais, bah c'est bien, t'aurais pu avoir 20. Et à contrario, quand je ramenais un 0, il me dit bah voilà, ouais, tu t'es planté, tu t'es planté complètement, mais tu sais que tu pourras pas aller plus bas. Tu pourras que remonter. Alors, moi, j'avais les mêmes réflexions. Sauf qu'avec cette faculté de mettre le doigt sur le truc qui faisait mal, hein, quand je rentrais et que je disais j'ai eu 19 et que ma mère me répondait t'aurais pu avoir 20, bah oui, et toi t'aurais pu faire un métier qui te plaisait. Avec des j'aurais pu, on met Paris en bouteille. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est vrai que j'avais ce détachement de me dire bah c'est pas grave. Et j'ai fait 19 sur 20, je vais aller travailler les 1 que j'ai pas eu. Par contre, je suis revenue au bac avec un 21 sur 20 sur une option. Et là, je peux te jurer que j'ai dit à ma mère, eh ben celui-là, quand tu me le feras, on pourra en discuter. Et jamais plus elle est venue me reparler de mes notes. Posé, hein? Posé. C'est tout. Mais ça, tu vois, ça vient de ma compétence innée. Le truc qui ne va pas, je le sais. Donc, je vais aller le travailler. Je le vois chez l'autre, mais je le vois chez moi. Donc, je vais aller le bosser. Pour qu'il ne soit plus un truc qui soit problématique. Et c'est pour ça, souvent, on me dit, mais tu as une confiance en toi, quoi que tu fasses, tu as confiance en toi. Oui. Parce que je sais qu'au moment où ça bloque, j'ai le pouvoir sur ce qui bloque. J'ai le pouvoir de me dire, OK, je sais aller jusque-là, mais pour aller jusque-là, il me faut une formation, il me faut peut-être un associé, il faut quelque chose que je n'ai pas. Qu'est-ce que je vais mettre qui va faire que ça va pouvoir progresser? Et de là, il n'y a pas de problème, il y a juste une solution. Tout à fait. Ça change toute la mise. Hein. Ça change la confiance, ça change l'estime et ça change le rapport à ce qui se passe. Je veux dire, quand toute cette crise a commencé, il y a un moment donné où les enfants ont été inquiets et c'est ce qu'on leur a dit. Avec papa, des crises, on en a connu plein. Moi, le premier dont je me souviens, c'est Tchernobyl. J'avais 10 ans à cette époque-là, 12 ans. C'est le premier gros truc dont je me souviens. Et ce que j'ai dit aux enfants, c'est, ben, vous voyez, depuis, il y a eu Tchernobyl en 85, il y a eu le krach boursier en 87. En 89, il y a eu la réunification de l'Allemagne.
Mais tout ça, c'était des périodes perturbées. C'était des périodes où on ne savait pas où on allait, où on ne savait pas ce qui allait arriver. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ben voilà, on a connu tout ça. De là, on a pu faire ça, on a su faire ça, on a fait comme ci, on a fait comme ça. Donc là, c'est pareil, on va observer, on va s'adapter. On ne va pas être fou au point d'aller faire des choses déraisonnables, mais on va réfléchir avec ce qu'on a et ce qu'on sait. Et à partir du moment où tu réfléchis avec ce que tu as et ce que tu sais, ben, tu t'aperçois que tu en sais vachement plus qu'on voudrait bien te laisser croire. Ah, c'est clair. Et donc, ben, c'est ça. Mais après, c'est un travail de décortiquage. Et on en revient toujours à mon puzzle. C'est que l'image, elle n'est pas noire parce qu'il te manque 3 pièces. Et là, sur le puzzle global du Covid, si on prend le Covid, on avait une grosse image. On avait des pistes de réflexion, on avait des indices. Après, il suffisait de poser les choses calmement et de voir comment les pièces elles se raccordaient. Mais on savait des choses. Et donc, ça a été la base de travail avec les gamins pour leur dire, ben voilà, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà le risque de ce qu'on ne sait pas, et voilà l'avantage de ce qu'on sait. Et c'est pareil partout. Parce que vous apercevez que quand vous commencez à sombrer dans la peur, vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, mais en réalité, on connaît toujours 60% de l'image globale. Et même encore si on en connaît 5%, ce n'est pas ce qui empêche d'avancer. Mais en général, sincèrement, on a entre 50 et 60% des images globales. Et quand on est dans une entreprise où il y a des changements, où on nous dit « ouais, mais on ne sait pas ce que ça va devenir avec le futur directeur, avec machin », si, on sait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait encore plus. Donc, on va analyser, on va recouper, on va regarder, et puis de là, ben, on va avancer. Et c'est comme ça aussi qu'on se déblaye de la peur et qu'on avance en termes de confiance. Parce qu'après, vous allez vous apercevoir qu'au final, il n'y a pas grand-chose sur quoi on n'a pas la main. On a plein de leviers. Le seul levier qu'on n'ait pas, c'est le temps. C'est pour ça qu'il faut voir où on met nos priorités. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours le même principe. Il faut savoir où on en est et où on veut aller. C'est ça. Si on ne sait pas où on veut aller, finalement, on ne peut pas dire qu'on est… C'est comme l'histoire de la carte routière ce matin. Je veux dire, si tu ne sais pas où tu es, comment tu veux savoir la distance qui te sépare de là où tu veux aller? Dans le business, c'est pareil. Si tu sais que tu veux faire un chiffre d'affaires X par mois, tu ne sais pas où tu en es parce que tu n'as pas ta comptabilité correctement sous contrôle, tu n'as pas le truc en main, tu ne sais pas où tu voulais aller, ça va être difficile de dire il me manque une pièce du puzzle. Par contre, si tu sais que tu as un puzzle de 1000 pièces et qu'il t'en manque une, tu sais que tu en as quand même fait 999 et que tu les as placées correctement. Et dans le business, c'est exactement la même chose sur le plan métaphorique. C'est de se poser la question, OK, je veux aller là, je veux aller là. Tu fais une analyse de l'état actuel, tu en es là. Ce qui te manque, c'est un pont. Ce qui te manque, c'est quelques étapes. Peut-être qu'une étape. Tout dépend de la distance. Il y a des ruisseaux qu'on peut passer avec un petit seau, enfin un seau, je veux dire, le fait de sauter le ruisseau. Et puis, tu as des fois des situations où tu ne peux pas sauter parce que c'est trop large. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher un pont. Tu ne peux pas passer au-dessus du ruisseau. Ou alors, tu traverses la rivière, ou le truc. Mais finalement, à la fin, c'est de se poser la question, OK, où je veux aller et où j'en suis à l'heure actuelle. Et ça, d'analyser régulièrement où on en est, permet de savoir si on se rapproche de son objectif ou si on s'éloigne de son objectif. Et c'est ça la stratégie d'un business, c'est de savoir finalement où je veux aller et comment je vais y aller. J'aime pas trop le mot comment, j'irais plus de quelle manière. Ce qu'on disait ce matin, pour récapituler finalement par rapport à ce point-là, si je vais dans le sud de la France et que je suis sur Nancy, d'où je viens, je vais me poser la question, est-ce que j'y vais en train, en avion, en bécane, est-ce que j'y vais en voiture, est-ce que j'y vais en autostop, j'y vais en hélicoptère, est-ce que j'y vais, je ne sais pas moi, quel moyen. Finalement, on se rend compte à la fin qu'on a beaucoup de possibilités. La question, ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je veux faire. Et le fait de s'autoriser, ça a aussi à avoir avec la confiance en soi. Et le fait de ne pas suivre la tendance, mais de se différencier dans ses activités, va nous permettre d'être encore plus performants
que la plupart le seront, parce qu'ils suivent finalement comme des moutons la meute et finalement le berger. Et ce n'est pas là l'intention. L'intention dans le business, c'est d'être en clair sur sa stratégie, d'être en clair sur l'objectif. Et la stratégie, c'est de savoir, OK, si je ne peux pas faire les 1000 km qui me séparent de chez moi à Barcelone, par exemple de Nancy à Barcelone, bah, je vais le faire en 2 étapes. OK, mais je ne vais peut-être pas faire des journées de 500 km. Je vais peut-être m'arrêter 1 ou 2 fois. Où est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais m'arrêter? Bah, je vais peut-être faire une petite pause entre Dijon et Lyon, ou même au niveau d'Orange, et puis d'Orange jusqu'à Barcelone, par exemple. Et ça, pour moi, c'est la métaphore pour comprendre la stratégie. Se poser la question, où est-ce que je veux aller d'ici 3-5 ans, ou 5 à 10 ans, si on en est capable de pouvoir visualiser la chose aussi loin, et de se dire, OK, mais comment je vais y arriver, étape par étape. Si je veux faire un 100 000 euros, bah, je ne vais pas avoir une stratégie de 100 000 euros. Je vais avoir une stratégie qui va me permettre, en 1, 2, 3 étapes, d'atteindre les 100 000 euros par mois, par exemple. C'est ce qu'on fait avec nos clients. Voilà, voilà. Sur formation, Patricia. On attaque les 2 derniers points, dont ce que j'ai appelé la surformation. À savoir qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un manque de confiance en eux, un sentiment d'illégitimité et qui vont rajouter de la formation sur de la formation, sur de la formation, sur de la formation. Et au final, ce n'est plus de l'investissement, mais de la perte de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la formation, elle n'a d'utilité qu'à partir du moment où elle s'inscrit dans la technicité du métier. C'est-à-dire que typiquement, moi, les sujets sur lesquels je vais aller me former, ça va être l'investissement, tout ce qui va être investissement en entreprise. Parce que c'est un domaine qu'on va aborder avec Michael, que Michael maîtrise, que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir comprendre à mi-mot ce qu'il me dit. Donc là, je vais aller investir sur ce type de formation pour aller pouvoir rattraper, à défaut d'un niveau de pratique, à minima un niveau de compréhension. Après, ça va être mis en pratique. Mais dans un premier temps, le but va être de rattraper un niveau de compréhension. Ce qui n'aurait aucun sens aujourd'hui, c'est que j'aille me former à la communication. Parce que ce n'est pas mon cœur de métier, enfin ce n'est pas notre cœur de métier, que la communication n'est dans notre stratégie d'entreprise qu'un outil et que mon stylo qui est là, je peux le donner à une secrétaire. Elle en fera aussi bon usage que moi. Donc, l'intérêt n'est pas que j'aille me former à quelque chose qui ne va pas me servir à délivrer de la qualité, mais qui me sert aujourd'hui à vendre. Et quelque chose qui sert à vendre, ça se délègue. Attention, je ne parle pas de l'appel de vente. Parce que là, j'en vois venir certains qui vont me dire « Ah, mais l'appel de vente, je peux le déléguer ?» Non, parce que personne mieux que vous saura expliquer ce que vous allez faire pour votre client. Donc ça fait l'appel de vente et le contact client, ça fait partie de votre cœur de métier si vous avez un métier de relationnel. Et quand on vend de l'accompagnement, c'est un métier de relationnel. Donc, on ne peut pas y échapper. Par contre, aller payer quelqu'un à prospecter, ça peut avoir un intérêt. Payer Facebook pour faire du sponsoring de pub, si les pubs sont bien faites, ça peut avoir un intérêt. Mais aller me former à comment on fait de la pub Facebook, dans le cadre de nos stratégies d'entreprise, ça n'a strictement aucun sens. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas se dire « Ok, il faut que je sois bon en compta, il faut que je sois bon en fiscalité, il faut que je sois bon en commercial. » Non. L'entrepreneur, comme toute personne, il a ses points de défaillance. Le tout, c'est de savoir où elles sont, de comprendre le socle sur lequel elles s'appuient, parce que si vous ne pouvez pas comprendre le socle, vous ne pourrez pas guider la personne, et après de s'entourer des bonnes personnes, de celles qui savent faire. Attendez, je vais acheter un martinet pour expliquer à mon fils que quand on fait un atelier, on se fait. Oui, c'est toi dont je parle. C'est ce fils-là dont je parle. Donc, l'intérêt n'est pas d'aller se surformer sur ce qui n'entre pas dans le cœur du métier. Si je prends Laurent, qu'il aille se former à la compta n'a strictement aucun sens. Par contre, qu'il aille faire une formation en archivage patrimonial parce que ça a évolué, ça a un sens.
qu'il aille voir comment le cloud privé va évoluer pour Olivier, qui ne sait pas, mon mari, dans la sauvegarde des données et dans la protection des données de production. Qu'il aille faire une formation sur comment on va pouvoir utiliser et détourner le cloud privé de façon à ce que ce soit un avantage pour l'entreprise et non pas comme actuellement un inconvénient, ça a du sens pour nous. Parce que ça va toucher son cœur de métier. Mais tout ce qui va être à côté, à savoir le démarchage client, la prospection de ce qui est des clients nouveaux, pour lui, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas lui amener plus de choses. Ça va lui faire perdre du temps, ça va lui faire perdre de l'argent, mais ça ne va pas lui amener un avantage concurrentiel dans son boulot. Donc, quand vous allez vous former, réfléchissez toujours à ce que vous allez pouvoir déléguer. Alors, encore une fois, déléguer, ça veut dire comprendre ce qu'on va déléguer. Mais comprendre ne veut pas dire devoir se former. Parfois, aller se documenter, ça suffit. On n'est pas obligé d'aller sacrifier 3 jours dans une formation pour comprendre comment fonctionne la communication. Oui, je reviens là-dessus, puisque c'est pas notre point fort. Voilà, et la surformation, ça va être de vouloir couvrir tous les domaines d'une entreprise, et ça, c'est impossible. Ou ça va être possible, mais en sacrifiant plein d'autres choses, et ce plein d'autres choses que vous allez sacrifier, c'est votre équilibre de vie. J'aimerais juste rajouter un élément, parce que combien de fois je lui dis, vous êtes responsable et vous avez différentes casquettes. Il y a minimum 6 domaines. Il y a des ateliers où j'aborde cette fiche, où je dis il y a minimum 6 domaines dans un business où on est responsable. Responsable. On est responsable de la gestion, mais on n'est pas responsable de l'opérationnel. Ça veut dire qu'on porte la casquette de responsable finance, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable, qu'on s'occupe des finances. On responsabilise les finances. Et c'est nous qui, à la fin, comme on disait ce matin, Michael, qui prenons les décisions en tant que dirigeants, si oui ou non, il y aura tel ou tel investissement, ou telle dépense, ou telle recette. C'est nous qui sommes responsables pour la partie commerciale, donc la partie opérationnelle. C'est nous qui sommes responsables pour la partie service après-vente. C'est nous qui sommes responsables pour la partie technique derrière, avec tout ce qui est infrastructurel et technique. C'est nous qui sommes responsables pour pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire par nous-mêmes. Et ça, c'est une grande chose. Et savoir tout maîtriser. C'est sûr qu'au départ, il y a un grand écart entre ce que je veux et ce que je peux me permettre financièrement parlant. Parce que déléguer, c'est bien, mais ça a un coût. Par contre, et c'est ça qui est important, dès que les premières rentrées d'argent sont là, il faut se poser la question, est-ce que j'encaisse tout et je me paye de belles vacances avec ma famille, ou est-ce que je peux me payer des belles vacances avec ma famille, mais peut-être un peu moins cher, et réinvestir dans mon business de façon à pouvoir payer des plus belles vacances plus souvent et encore meilleures, plus régulièrement. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Et Patricia, c'est pareil. Ce n'est pas de profiter sur le moment, mais de se poser la question, et c'est ce qu'on fait par rapport à nos business. Est-ce que finalement, on va réinvestir, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un secret, sur le rachat d'une société, ou est-ce qu'on va peut-être ramener des clients dans un endroit encore beaucoup plus luxueux qu'on a pu les avoir à Dubaï, à Majorque, ou je ne sais où, à Marbella, etc. Parce que là, on sera dans un autre élément et on va leur faire avoir, par exemple, comme on faisait à Dubaï avec la catapulte et tout ça, certaines attractions qui vont plaire et peut-être que la prochaine fois, ce sera le saut en parachute, je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui a un sens de se poser la question. Qu'est-ce que je vais faire finalement pour apporter à mes clients? Et ça, bon, c'est un peu loin de la thématique de la surformation, mais finalement, à la base, c'est exactement la même attention. Qu'est-ce que je veux concrètement? Et ça, il faut que ce soit clair. Si je ne sais pas dès le départ ce que je veux faire avec mon business, le business, ça reste un moyen pour avoir la vie qu'on veut, pour soi-même, avec sa femme, son mec, avec ses enfants, etc., avec ses potes. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pareil au niveau du business et des compétences, quoi. Pour finir sur la formation, une formation, elle n'a d'intérêt qu'à partir du moment où vous allez pouvoir l'appliquer. C'est ce que je te disais ce matin, Michael, avec la pyramide de Kirkpatrick. Ça s'applique également à nous. Qu'est-ce que je vais mettre en application? Si vous allez faire une formation en communication pour comprendre comment fonctionne la communication, mais que vous n'avez pas l'intention de communiquer ou pas selon les règles de l'art, parce que vous allez y passer trop de temps, quel est l'intérêt? Là, on va tomber dans la base de la pyramide des 10% applicables. Ouais, et vous allez être votre propre frein. Donc, ça n'a pas d'intérêt. J'y ai repensé là, depuis ce matin, parce que j'ai fait le parallèle avec ce que j'ai fait quand j'étais en préf.
Ouais. où j'ai fait effectivement de la surformation. On m'a formé à faire des tableurs, on m'a formé à des sessions de mind mapping, on m'a formé à plein de trucs, alors qu'en définitive, mon job à moi, c'était la sécurité du préfet. Alors Ouais. que j'aurais peut-être dû Donc, être tu n'avais formé. pas trop besoin de tableau Excel pour ça. Bah, c'est ça. Qu'on me fasse des formations en protection rapprochée, en maniement d'armes ou autre, oui, ça aurait été plus intelligent. Attendez, je cherche mon tableau Excel. Ah, le voilà. Attendez, Regarde. je dégaine Voilà, le tableau Excel. c'est ça. En gros, c'est ça. Non, mais voilà, c'est Donc le même voilà, système, et hein. ça, c'est un travers qu'on trouve chez beaucoup de nos clients. Et plus il y a un problème de légitimité, alors, leur problème, il est perso, hein, il n'existe pas en réalité, plus la personne va aller mettre des formations sur des formations, sur des formations, sur des formations. En réalité, elle ne fait que remettre de la complexité là où elle devrait mettre de la simplicité. Parce qu'à chaque fois qu'elle va faire une formation, même si c'est une formation métier, elle va chercher à vouloir l'appliquer. Or, tes clients, ils ne rentrent pas forcément dans la case de ta dernière formation. Ça amène à ce que Donc, disait ça Olivier tout n'a. à l'heure, hein, Patricia, quand on C'est ça. réfléchit. Olivier disait aussi, c'est vrai que tu vas sur un forum, il y en a un qui dit, bah, il faut que tu ailles vers la droite. Tu vas sur un autre forum, ou même dans le même forum, ça qui me fait souvent sourire. Bon, ça me fait sourire parce que je maîtrise la thématique justement qui est en question. Mais quand tu ne la maîtrises pas et que tu es devant une question et qu'il y en a un qui dit va vers la droite et l'autre vers la gauche, tu te dis, mais je vais vers où alors? Qui a raison, qui a tort? Non, Là, Olivier, là, c'est pas là, ça? je vais dire un truc beaucoup plus simple, c'est qu'on a des corps de métier qui entourent l'entreprise. Oui. Ces corps de métier, ce sont les avocats, ce sont les comptables, les experts comptables, les fiscalistes, hein, les impôts, parce que les impôts jouent un rôle dans l'entreprise. Hein. Et avant d'aller poser une question sur un forum, ça c'est très perso, mais moi j'ai tendance à appeler les corps de métier concernés. Et même encore aujourd'hui, avec 24 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, hein, quand j'ai un problème fiscal, j'appelle les impôts. Et les impôts, depuis 24 ans, m'ont toujours répondu, y compris sur des questions très bêtes. Du style, j'ai rempli, puisque on parlait de la réquisition que j'ai eue par la gendarmerie, je me suis retrouvée pour la première fois, puisque je n'ai plus d'entreprise en France, à devoir déposer mon mémoire donc de frais auprès de la justice française en tant que particulier. Et je suis tombée devant un tableau en me disant, ah, ils sont gentils, mais je fais quoi, j'écris quoi? J'ai appelé les impôts. Je leur ai dit, voilà, j'ai ça à remplir pour l'administration française. J'ai fait le statut aujourd'hui auprès de l'administration française. Qu'est-ce que je mets? Et de là, les impôts m'ont donné une réponse. Je leur ai demandé un courrier écrit de façon à me couvrir si dans 2 mois, ils changent d'avis. Ils m'ont envoyé un courrier en disant, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et quand j'ai renvoyé au... Oui, ben justement, je me couvre comme ça. Je demande un courrier écrit. Si la personne me dit non, c'est qu'elle doute. Donc, je lui demande son supérieur. Elle a toujours un supérieur. Surtout dans l'administration française, il y a toujours un chef au-dessus du chef et un capitaine au-dessus du capitaine. Donc, je vais au plus haut, je demande, je leur dis, ben, écoutez, vous ne m'avez pas l'air sûr, est-ce que je peux avoir votre supérieur? C'est pareil, ça n'a jamais posé problème. On m'a toujours passé le supérieur. Après, tu poses ta question. OK, envoyez-moi un email. Que je sois sûre d'avoir bien compris. La personne, elle le fait. Et là, j'ai renvoyé, en l'occurrence, j'ai renvoyé mon mémoire avec le courrier des impôts. La nana du tribunal m'a rappelé en me disant, ah mais non, mais il faut le passer comme ça. OK, est-ce que vous pouvez le faire? Parce que moi, aujourd'hui, j'y ai plus accès. Ah mais oui, je vais vous le modifier, vous inquiétez pas. Mais comme ça, vous saurez pour la prochaine fois. OK, est-ce que vous pouvez me réécrire un mail? Et la prochaine fois que j'ai ce cas-là, ben, je renverrai le mail de cette personne qui est au tribunal en disant, c'est vous-même qui m'avez dit de faire comme ça. Et point. Et je ne vais pas aller me balader sur les forums pour demander si quelqu'un sait comment on remplit Chorus Pro en tant que particulier. Parce que je vais avoir autant de réponses que de personnes. Après, sur les connaissances métiers, on peut être sur des forums. On le voit et on y est aussi Oui, pour aider certains clients ou mais quand on n'a pas la partenaires. compétence de base, il faut s'adresser à des professionnels. Et souvent, ce C'est que là je où fais, j'en appelle 2. ce que je voulais dire, en fait, Patricia, parce que je n'avais pas fini, c'est que finalement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de trouver
dans tous ces pseudo-spécialistes et spécialistes, parce qu'il y a de tout finalement. C'est un peu comme, voilà, il y a ceux qui savent tout, qui ont tout vécu, il y a ceux qui n'ont rien vécu, mais qui en disent autant. Et finalement, ce qui est important, c'est de se chercher une main, on va dire une main complète de compétents, de personnes compétentes, de spécialistes. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à la fin des années 90, il n'y avait pas Internet. Et je me suis dit, OK, qui c'est que je connais dans mon entourage qui finalement a des connaissances métiers et qui pourra m'aider, par exemple, dans le milieu des contrats, dans le milieu musical, qui c'est qui pourra m'aider sur le plan fiscal et tout ça. Bon, évidemment, comme disait Patricia, si c'est des autorités, on peut appeler ces autorités-là. Par contre, si c'est des connaissances métiers, comme on en a parlé la dernière fois avec Olivier, il y a des choses que des fois on a des questions, on dit, bah, tiens, plutôt que de se prendre la tête, on va poser la question. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a la réponse. Et ça, je trouve, c'est très malin parce que finalement, soit on va chercher soi-même et ça prend du temps, ou soit tu as peut-être quelqu'un qui a la réponse. Et en ayant, par exemple, moi, je le vois toujours à l'heure actuelle, des gens qui ont peut-être fait de l'acquisition, je ne sais pas, moi, par exemple, de multinationales ou de la fusion de multinationales, j'aurais une question à ce niveau-là, ou alors des gens qui ont des compétences en SEO, comme Olivier ou d'autres personnes, je sais que, par exemple, pour le SEO, j'ai Olivier. Et je sais que, par exemple, d'autres thématiques, j'aurais peut-être d'autres personnes. Quand j'ai une question sur mon propre développement personnel, j'ai la chance d'avoir mon associé, Patricia, qui pourra m'aider sur le développement personnel ou le fonctionnement ou ma croyance ou mon blocage. Et ça, c'est bien d'avoir une main, je dis une main, mais simplement avoir quelques contacts où on a des noms concrets derrière. Et c'est ça, moi, que j'ai mis en place. Pas chercher 50 000 ans, mais de se dire, OK, j'ai un spécialiste en SEO, j'ai un spécialiste en communication, j'ai un spécialiste communication marketing, je veux dire, spécialiste en vente, c'est plus Patricia. J'ai un spécialiste en technique, le mari de Patricia, quoique je suis assez bon en technique, etc., etc. Et ça, c'est vachement kiffant. Parce que là, on se dit, finalement, j'ai mon réseau, on va dire, et j'ai un petit portefeuille de contacts, et ces gens-là, ils ont une valeur. Et c'est ça qui est kiffant. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à trouver de tout et de rien. Et les gens ont tendance à ramener leurs fraises alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Et ça, on le voit au niveau du Covid, on le voit au niveau de pas mal de choses. Et on en est arrivé dans un pays où finalement, le journaliste dit en savoir plus que le scientifique, quoi. Donc c'est bon, quoi, ça suffit. Et dans le business, c'est exactement la même chose. Puisque c'est une voie échappatoire, tout le monde se dit spécialiste. Mais ce n'est pas compliqué, tu peux vendre ce que tu veux parce que tu as du bagou et tu arrives bien à parler. Mais une fois que tu te mets à l'œuvre et que tu es en face de quelqu'un qui doit le coacher ou l'accompagner ou alors le conseiller, ça devient un peu plus difficile pour la plupart. D'où l'intérêt d'avoir des spécialistes derrière soi. Et ça vaut toute la surformation du monde. Croyez-moi. Parce que des bouquins, on peut en avoir. Hein. J'en ai derrière moi. Hein. Il y en a des piles et des piles au niveau de la stratégie et tout ça, c'est bien. Mais c'est des trucs où je sais que j'ai mes petits post-it dans le cas où il y a une restructuration d'une petite PME et même jusque des multinationales où j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Mais je sais que je n'ai pas besoin de relire le truc une fois par an. Le jour où j'en ai besoin, je n'ai pas besoin d'avoir ça là-dedans. Je l'ai dans mon bouquin. Et je sais où je pourrais trouver l'information. Et c'est pareil au niveau des contacts. C'est ce que disait Patricia tout à l'heure. Déléguer ou externaliser, c'est simplement de savoir que j'ai des gens dans mon entourage qui ont les compétences. Et c'est ça pour moi, avoir des partenaires. C'est des gens en qui j'ai confiance, des gens qui pourront être là quand j'aurai besoin d'eux. Et comme disait tout à l'heure Patricia par rapport à la gestion de l'argent, c'est simplement de savoir comment je vais pouvoir investir mon argent dans des compétences et de l'externalisation ou de l'accompagnement. Et ça, c'est vachement important. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que finalement, la formation, c'est bien, mais c'est ce qu'on dit ce matin, Mickaël, par rapport à tes clients, parfois qui te disent « Ouais, mais voilà, est-ce que vous êtes par le CFP ?» CFP ou CPF, je ne sais plus ce que c'était. J'ai plus le terme en français, CPF. Et finalement, oui, mais tu veux quoi? Comme je t'avais expliqué, tu veux une formation ou un accompagnement? Est-ce que tu veux que tes gens aient reçu le contenu? Soit ils ont entendu un truc, on sait très bien qu'un ou 2 jours plus tard, tu as oublié 80% du contenu. Ou est-ce que tu veux que je les accompagne jusqu'à temps qu'ils maîtrisent le truc? Que tu comprennes ou qu'ils maîtrisent? Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Et la formation amène à la compréhension, mais pas à la maîtrise. C'est que de la théorie, la formation. C'est très rarement de la pratique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la formation. Pour moi, c'est plus un workshop, donc un atelier. Tu es devant un écran et on t'apprend comment faire de la programmation ou alors comment finalement aller construire, je ne sais pas moi, un outil ou une application, ce genre de choses. Ça, c'est technique. Il y a des choses qui sont très théoriques. La formation, ça ne mène à rien. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, tout ce qu'on vous amène dans les ateliers, dans nos formations, même dans nos accompagnements. Les accompagnements, on y prête attention. Mais quand tu es devant un écran
il y a le manque de motivation, il y a la perte de motivation quand même quand la motivation est là, il y a la perte de sens, il y a la perte de compréhension. Et bien souvent, tu es tout seul face à ta formation. Et même pendant le cours, tu ne reçois pas, ou la formation, tu ne reçois pas spécialement ta réponse concrète. C'est une réponse vague, parce que la personne souvent que tu as en face de toi, c'est Ouais, quelqu'un qui n'a c'est jamais un été dans cours la pratique, magistral. quoi. Voilà, mais c'est des gens qui ont bien souvent qui n'ont jamais eu de pratique. Mm. C'est des spécialistes de la théorie. Combien de fois, moi, j'ai fait de la formation ou des grands ateliers chez SAP en Allemagne, on me dit, putain, en moi, quelqu'un qui connaît le terrain. Parce que bien souvent, c'est des gens qui sont dans la théorie. Je dis, oui, mais la théorie, c'est bien, mais la pratique, ça se passe comme ça chez les clients. C'est ça que les gens voulaient. On le voit quand on utilise leur Croyez-moi, système. Hein. bien sûr. Moi, j'ai Quand tu travaillé connais pas le avec leur truc, système dans la sécurité et laisse tomber. C'est les mecs qui c'est ont chaud, hein. créé ça. Les mecs qui ont créé ça, ils n'ont jamais eu les contraintes du terrain. C'est Mais clair. on en revient comme ça à tous les domaines. Mm. Voilà, je vais pas revenir, enfin si, je vais revenir encore sur l'armée, mais c'est comme les officiers planqués à l'état-major qui donnent des directives, qui donnent des conditions de gestion, des choses comme ça, mais qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont jamais Du été en terrain. régiment. Tout à C'est fait. Et c'est ça la problématique qu'on a à l'heure actuelle. Et ça va être une problématique qui aura de plus en plus de sens jusqu'à que la profession soit peut-être protégée, comme le sont certains corps de métier. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Et c'est ça qui est important. Et la surformation, pour moi, c'est une perte de temps, une perte de focus. Mm. Et ça vient souvent briser la liquidité d'un côté, parce que c'est beaucoup d'investissement. Si ce n'est pas réutilisé, c'est plus d'investissement, mais ce sont des coûts. Ouais. Il n'y a pas de retour sur investissement sur un truc qu'on n'utilise pas, alors qu'on les connaît. Il y a tellement de rats de bibliothèques qui ont des armoires, des étagères de livres complètement remplis, mais qui n'ont jamais ouvert les bouquins. Et j'ai toujours dit à des gens qui demandaient une formation à l'époque, et aujourd'hui, quand ils demandent à avoir un atelier, n'hésite pas à le mettre en pratique le plus rapidement possible et à revenir vers nous, et c'est ce que disait tout à l'heure Patricia, de revenir vers nous s'il y a des questions. Parce qu'une question ouverte amène beaucoup de complications et amène beaucoup de problèmes avec soi, et finalement amène la personne à complètement négliger ce qu'elle a pu comprendre, complètement à régresser sur sa phase de compréhension. Et le meilleur moyen de passer de la compréhension à la maîtrise, c'est la pratique, tout simplement. Et je suis un mec de terrain, j'ai appris sur le terrain, je n'ai pas fait des études dans la théorie, mais j'ai appris sur le terrain, et ça m'a amené beaucoup plus loin que les écoles de commerce et tout ce qu'on a pu voir. Et combien de fois on a des gens qui disent ouais, j'ai fait HEC, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qui viennent nous voir et nous disent j'arrive pas finalement à faire mon plan d'action. Et j'arrive pas à mettre ma stratégie en place. Et je me dis mais qu'est-ce que vous avez appris en HEC, quoi. C'est un peu comme nous en cuisine, quand on avait la pratique et que tu as ceux qui sortent du bac, ils ont des années d'expérience et qui ne connaissent pas le terrain à faire 50 couverts. Voilà. C'est vrai que ce que tu dis, C'est ouais. ça. Mm. Par contre, moi, Michael, Patricia, je vais devoir y aller là. Franchement, j'étais ravi de discuter avec vous, je suis très content, des petits conseils et tout. Je voudrais savoir une dernière chose. Si tu veux, moi, je suis en CDI, tu sais, tous les mois, je cotise pour faire des formations. Est-ce que toi, ça marche ces trucs de formation? Réponse dans la première partie Ah, j'étais pas là, de l'atelier. j'étais pas là, désolé. Non, c'est pour savoir si c'était vraiment un centre de formation ou est-ce que c'était moi à... Non, non, on n'est pas centre de formation et c'est ce qu'on a expliqué ce matin. On se refuse à l'être parce que moins la personne est de sa poche, moins elle est impliquée dans ce qu'elle va faire. C'est ce qu'on expliquait à Michael tout à l'heure quand on parlait de la pyramide de Kirkpatrick. Kirkpatrick, c'est le degré d'application des formations au sein des entreprises dans les 10 jours qui suivent la réception d'une formation. Et moins l'employé va être impliqué financièrement, ou moins toi tu es impliqué financièrement, moins tu vas mettre en application tout bêtement. C'est tout à fait ça. Si tu veux, tu as 10 jours entre la délivrance de la formation et la mise en application. Théoriquement, tu as 10 jours pour passer à l'action. Si dans ces 10 jours-là, tu n'as pas mis, tu as perdu 90% de ta formation, de l'apport en formation. De ce que tu as retenu, hein, bien évidemment. Voilà. Et nous, ce qu'on apporte en plus, c'est vraiment une de nos valeurs, parce qu'on parlait de valeur tout à l'heure, c'est la valeur de partage et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est vraiment à côté de la personne, et quand on dit un atelier, les gens reviennent vers nous avec des questions. Et la différence entre la théorie et la pratique, c'est quand tu mets en pratique, tu te rends compte finalement, ah ouais, mais je n'ai pas compris ça. Et dans la pratique, ça n'a même pas au même résultat que j'avais compris dans la théorie. Et là, on est au service du client. C'est ça la différence entre le côté formation et le côté accompagnement qu'on amène. Cette valeur ajoutée, Olivier. Voilà. Donc non, les ateliers ne rentrent pas. Après,
On estime que pour l'apport de valeur, on a un abonnement sur… alors, toi, tu serais plus du coup sur la formule avec les replays. On a un abonnement qui a 1000, c'est même plus 1500, je crois, euros par an, Ouais. peut-être même 1003. On estime que l'investissement n'est pas aussi important que ça, sachant que derrière, nous, on va répondre aux questions. S'il y a un processus à mettre en place, on va aider à la mise en place de ce processus-là. Donc, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'embête pas avec tout ce bloc, on va dire, de CPE derrière et ce bloc de formation qui, au final, est très chronophage en termes de temps et d'administratif hein, et n'est pas forcément… C'est un bénéfice financier, mais ça se limite à un bénéfice financier pour l'entreprise hein, qui va financer. Et on préfère vraiment mettre l'accent sur le fait que le bénéfice peut être financier, mais il faut qu'il soit financé par la mise en application. Mais c'est vrai, ça, je comprends le système parce que c'est vrai que psychologiquement, si c'est l'État qui finance la formation, on sera peut-être moins impliqué que si l'argent sort de notre propre poche. Ouais, c'est vrai, ça, oui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus impliqué quand c'est notre. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a fait des packs. Michael te donnera les liens tout à l'heure. On a fait des packs d'abonnements qui permettent un paiement mensuel et au final, ça n'impacte pas tant que ça le budget et ça vous permet d'avoir des apports de valeur qui sont considérables. Tout à fait. Donc, et on voit qu'on a de l'implication. Geoffrey, qui était là tout à l'heure, a commencé comme ça. Il a commencé par 2 ateliers qu'il a financés avant de passer sur un programme, mais il est passé sur le programme parce qu'il a pu gagner ce qu'il lui fallait en partant des ateliers. C'est ça qui est kiffant. Il les a mis en application et en les mettant en application, bah, il a gagné des sous et en gagnant ces sous-là, il a pu aller jusqu'au programme. D'accord. Bon, voilà. Mais moi, je vous souhaite une bonne journée. Ravi d'avoir discuté. Merci beaucoup. Pareil, je vous rajoute sur Facebook. Et je reviens vers toi, Michael, plus tard. On fait comme ça, Olivier. Merci beaucoup pour la conversation. Au revoir. Je t'en prie. Merci, au revoir. Olivier. À très vite. Bonne soirée. Et bonne fête de fin d'année, du coup. Oui, vous aussi, ouais. Bon, du coup, on va terminer tous les 3. Michael. Je suis le seul à avoir tenu jusqu'au bout. C'est ça. On n'arrive pas à les user rapidement, hein, Michael. Hein. Ils abandonnent qu'à partir de 17h. Il va quand même falloir qu'on s'améliore. Bon, ça va, on arrive à la mi-temps, hein, Michael, donc ça va. Ah, bah ça va, donc encore… il reste encore autant de temps, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, tu as encore c'est ce que tu dois faire. Hein. Du coup, le dernier, c'est mon rapport à l'argent. Le dernier gouffre, on va dire, des entrepreneurs, c'est cette peur viscérale qu'ils ont de l'argent. Beaucoup se disent aimer l'argent, et puis quand on commence à creuser, on s'aperçoit que soit il y a un rapport qui est biaisé, c'est-à-dire qu'on va associer argent et pouvoir, ou argent et facilité de vie, ou l'argent va être porteur, entre guillemets, on veut être entrepreneur, gagner plein d'argent, mais au final, on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Et l'argent, c'est jamais un besoin, c'est toujours un moyen. Un moyen de venir nourrir ses besoins, certes, mais ça ne reste qu'un moyen. Et au même titre qu'on peut apprécier une voiture, mais qu'elle peut être un accident, une source de mort ou une source de plaisir, l'argent, c'est la même chose. Il n'est ni bon ni mauvais, il est juste ce qu'on va en faire. Quelqu'un qui va rouler vite avec sa voiture et créer un accident, forcément, va pas forcément avoir une bonne vision de l'automobile. Quelqu'un qui va, ayant de l'argent, dépenser plus qu'il en a, ça va générer un problème derrière. Mais le problème, il va être au niveau d'être humain et ça va se répercuter au niveau de l'entreprise. Et ça va notamment se répercuter dans ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de l'optimisation, au niveau de soit la difficulté à facturer, soit la difficulté à les réclamer, la difficulté à se valoriser. On va le retrouver à peu près à tous les stades de l'entreprise. C'est-à-dire que je vais être dans l'incapacité de… On va être dans la capacité… Non, j'avais coupé pour dire à mon fils de se taire. Parce qu'il est en train de chanter à côté, c'est génial, mais pas pour la concentration.
Perso, je on l'entendais va pas. avoir un souci de gestion de l'argent et de gestion de sa propre valeur. Et si on a un problème de gestion de propre valeur, ben on va être amené à faire tout ce qu'on a décrit là tout au long de l'atelier qu'il ne faut pas faire, à savoir aller se surformer, avoir des blocages qui apparaissent à différents niveaux, mais ne pas chercher à les régler avec le bon lien. C'est-à-dire que de ne pas passer à l'action, ça peut être ton offre qui ne motive pas, ça peut être ton client qui n'est pas le client idéal, mais ça peut être aussi un blocage en se disant, OK, une fois que j'ai gardé de l'argent, qu'est-ce que je vais dire à mon entourage? Comment les autres vont vivre le fait que j'ai de l'argent? Et moi, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix dans ma tête qui me dit qu'à partir du moment où je vais avoir de l'argent, je vais devenir une personne complètement puante? Parce qu'on a connu des gens qui se sont enrichis et puis qui, du jour au lendemain, quand ils étaient riches, ils sont devenus méprisants avec les autres. Mais je ne veux pas devenir comme ça. Mais je sais que j'ai un petit côté comme ça. Et c'est tout ça, tout ce rapport à l'argent qui va venir impacter, c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus, c'est qu'en général, c'est le fil rouge qui va gangréner tout l'échec de l'entreprise. Ce n'est pas parce que quelqu'un va rentrer facilement de l'argent qu'il va être heureux et qu'il va être bien dans sa vie. Et qui va réussir aussi. Et qui va réussir. C'est ça qui est impressionnant. Voilà. Et on va s'apercevoir, et on s'est aperçu avec nos entrepreneurs qu'il y en avait qui gagnaient très facilement de l'argent, mais qui le reperdaient tout aussi facilement ou qui allaient l'investir systématiquement contre eux. C'est-à-dire qu'ils vont aller signer des contrats avec des partenaires, tout en sachant que ces partenaires ne sont pas les bons. Et qui vont soit vider les caisses, soit leur faire perdre de l'argent. Et ça, c'est un problème de son propre rapport à l'argent. Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que j'attends? Comment je le perçois? Comment je le vis? Comment je vais l'appréhender? Et surtout, qu'est-ce que j'associe à cette partie? Qu'est-ce que je vais associer à l'argent? Du mal, du bien, de la neutralité, un besoin que je viens remplir ou un moyen pour remplir un besoin. Et donc, il y a toute cette problématique qui va venir gangréner l'entreprise et qui va faire qu'on va être tenté de faire les mauvais choix. C'est complètement inconscient souvent, mais toute cette partie de rapport à l'argent, il a un rapport très fort déjà avec l'entourage et il a un rapport encore plus fort avec la valeur que l'on s'accorde. Est-ce que je mérite de récupérer, de gagner autant d'argent et aussi facilement? Est-ce que cette compétence innée que j'ai, elle m'autorise à gagner autant d'argent? Tu as entendu Kharidja tout à l'heure qui disait « Ah, mais j'ai la même compétence que toi. » Oui, la base, mais l'utilisation que tu en fais, l'analyse que tu en as n'est pas du tout la même. Et essayer de se dire que la compétence innée que tu as, elle peut être dévalorisée par le fait que quelqu'un peut avoir la même, ce n'est qu'une dévalorisation de ta compétence. La valorisation, c'est de te dire, ah ok, Pat, elle s'en sert sur le business. Moi, je m'en sers sur l'humain en difficulté, l'humain en situation de souffrance. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est peut-être la même compétence innée de base, mais l'utilisation que l'on en fait n'est pas la même. Ah, c'est clair. Et ça, c'est ce qui rend Kharidja unique, comme ça rend Elodie unique. Comme ça te rend, toi, Mickaël. Et ça, essayer de dévaloriser ça en se disant non, il y a plusieurs personnes qui font ça, c'est un rapport à l'argent. C'est un rapport à la valeur que l'on s'accorde et à la valeur que l'on accepte de transmettre à l'autre. Et tu vois, Mickaël, ce que je ressens là quand j'y pense, et ta situation par rapport à la situation d'apport de cohésion et de communication et d'osmose au sein, entre les différents niveaux au niveau de l'entreprise, employés, ligne directionnelle, c'est d'aller à tout prix apporter la chose unique et ce que tu es finalement dans ton produit. Ça, c'est vachement important. Mickaël ? Ouais, je t'écoute. Oui, J'essaie juste d'analyser ce que tu me dis parce que combien de fois on en a parlé? C'est vrai que oui, Ouais. mais voilà, j'ai besoin de terrain, j'ai besoin d'être sur place. Il y a pas mal de monde qui le font. Il y en a des autres qui le font en CPF. Il y en a ceci, cela.
Mais par contre, ce que les autres ne font pas, c'est ce que toi, tu es. Et ça, si tu le rajoutes en plus et que tu le mets en avant et que tu vas peut-être te servir de tout ton parcours, et de ton histoire. Oui, il y en a qui ont fait l'armée aussi. Oui, il y en a qui ont fait ceci, il y en a qui ont fait cela. Mais ils n'ont pas tous vécu la même chose que toi. Personne n'a le même parcours que toi. De ta jeunesse, de ta plus tendre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a le même parcours. Donc, quand tu relis compétences, parcours, personnalité, personne, donc l'être, ça, cette combinaison, personne ne l'a. C'est tellement générique que personne. Donc ça, c'est ça qui te rend unique. Donc, va mettre ça vraiment en avant. Mets-le sur une feuille toute simple. Ne te prends pas la tête. Quels sont les éléments de ma vie qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu parce que j'ai telle ou telle compétence innée. Donc ça, va falloir qu'on la définisse. Ouais. Ensuite, que tu te poses la question, finalement, quels sont les éléments qui me restent en tête et qui me tiennent à cœur? La famille que tu as pu créer, les enfants que tu as, les médailles, les récompenses et tout ce que tu as pu avoir. Parce qu'on t'a dit que tu avais bien fait, mais ce que toi, tu as ressenti de bien. Et parfois, et je le sais aussi, on n'ose pas s'avouer qu'on a fait des belles choses dans sa vie. Mais en se posant la question, eh ben, on en prend conscience et ça va te permettre de pouvoir le mettre plus facilement en avant. Et même si la personne dira à la fin, mais il y en a d'autres qui le font. Toi, tu pourras argumenter, oui, mais personne qui a fait telle ou telle situation, qui a fait ceci, qui a fait cela. Moi, c'est pareil, quand je dis que j'ai fait tant de trucs dans la musique, que j'étais en ex-Yougoslavie, que j'ai réussi à créer un truc dans un pays étranger qui n'était pas mon pays, dans une langue étrangère. Ça, déjà, rien que ça me différencie de 90% de la concurrence. Et alors, si je leur parle de moi encore plus, là, il ne reste plus que 1 ou 2%. Et là, tu te rends unique. Et c'est pour ça qu'en parlant de la compétence, et la compétence de Patricia, ma compétence innée, nos compétences innées, plus qui on est et notre parcours, ça nous différencie de 99,9%. Et ce n'est pas parce qu'on est différent de toi à ce niveau-là. Toi, tu as exactement les mêmes compétences à ce niveau-là. Tu as la possibilité de le faire, mais il faut le vouloir le faire. Et il faut s'autoriser aussi vis-à-vis de l'argent de pouvoir réussir. Ouais. Donc, ce n'est pas le pouvoir dans le sens comme ici. Mais c'est le pouvoir, la capacité. Ouais. Voilà. Est-ce que je le veux? Est-ce que je me l'autorise? C'est ça qui est vachement important. Patricia, on ne t'entend pas. Non, je répondais à mon mari, on vient de recevoir un courrier de l'Éducation nationale. Je disais, je suis ravie et rassurée de voir qu'en France, il y a tant de médecins dans l'Éducation nationale. Parce que le courrier stipule clairement qu'ils n'ont pas besoin de voir les enfants ni de connaître le dossier médical d'un enfant pour savoir si l'enfant est en bonne santé ou pas. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ça s'appelle de la voyance ou de la cartomancie. Non, ça s'appelle de l'inconscience. Hein. Ouais, c'est clair. Ça s'appelle de l'inconscience. Mais je trouve que c'est beau en soi. De considérer que on peut considérer que le certificat médical d'un médecin est irrecevable, je trouve ça magnifique. Sans avoir ausculté les enfants, sans les connaître, je trouve ça juste splendide. Ouais. Bah ça, c'est un courrier à déposer justement au médecin qui a fait le certificat des gamins et puis qui transmettent ça à l'ordre des médecins. Mais c'est surtout un courrier qui va être déposé sur le... Attendez, je vais arrêter l'enregistrement puisqu'on a terminé sur l'atelier. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Non, là-dessus, non. Je pense j'ai bien assimilé tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mes questions seront plus personnelles après, c'est ce qu'on disait hein, sur le fait de ma compétence innée, Ouais. de tout ça, de la mise en place peut-être de la masterclass là, que j'ai relancée, puisque j'ai programmé une seconde date en fait pour la masterclass sur la communication. Ça sera surtout des questions là-dessus, quoi. Mais ça, on peut voir ça peut-être à un autre moment, parce que je pense qu'après une journée d'atelier... Tu vas pas faire comme ta femme, nous prendre la tête jusqu'à 20h